le jour de mon 67e anniversaire. Une boîte est apparue sur mon porche, un acajou poli, orné de bordures dorées, comme si elle avait été choisie avec soin. Pas d'adresse de retour, juste une carte avec 2 mots. Joyeux anniversaire. Mais je connaissais cette écriture, celle de ma fille Émilie. Nous n'avions pas parlé depuis des années. À l'intérieur de la boîte, il y avait 10 cigares cubains, rares et extravagants, le genre dont un père aurait pu se vanter auprès de ses amis. Sauf qu'Émilie n'avait jamais su que j'avais arrêté de fumer il y a 2 ans. Après que la pneumonie m'avait presque volé mon souffle, elle n'a jamais demandé des nouvelles de mes poumons. Elle n'a jamais demandé de mes nouvelles. Alors, j'ai donné les cigares à Richard Hale, son beau-père, un vieil ami qui fumait encore. Je pensais que, peut-être, c'était la manière d'Émilie de se souvenir de moi. Mais le lendemain, Richard s'est effondré. Suffocant, le médecin a dit que ce n'était pas une maladie, c'était du poison. À cet instant, la vérité a coupé plus profondément que la maladie ne l'avait jamais fait. Ma fille ne s'était pas souvenue de moi. Elle n'avait pensé qu'à ce qu'elle gagnerait une fois que je serais parti. L'hôpital sentait l'antiseptique et la peur. Je me tenais près du lit de Richard, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser, tandis que les machines cliquetaient et bourdonnaient. Des tubes partaient de ses bras. Les moniteurs clignotaient. Il était vivant, mais à peine. Sa femme était assise dans un coin, ses mains tremblant autour d'un gobelet en polystyrène rempli de café. « Jack » murmura-t-elle, la voix brisée. Ils ont dit que ce n'était pas son cœur. Ils ont dit que c'était quelque chose qu'il a fumé. Mon estomac s'est noué. L'image de la boîte en acajou a traversé mon esprit. L'écriture d'Émilie. Les cigares, je les lui ai donnés, ai-je admis doucement. Ils me sont arrivés en premier. Ses yeux se sont écarquillés. Horrifiés, toi. Puis elle n'a pas fini sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Je suis sorti de l'hôpital cette nuit-là avec plus de questions que de réponses. L'air de novembre transperçait ma veste alors que je marchais vers mon camion. Chaque respiration brûlait un peu, comme le souvenir de ma pneumonie d'il y a quelques années. Je n'avais pas touché au tabac depuis. Émilie le savait. Où elle aurait dû. Pourquoi m'aurait-elle envoyé ça? Pourquoi maintenant? Après des années de silence, à la maison, j'ai posé la boîte en acajou vide sur la table de la cuisine. Les bordures dorées scintillaient sous la lumière, se moquant de moi. J'ai repris la carte. Juste 2 mots. Joyeux anniversaire. Pas de signature, pas de chaleur, juste une écriture que je ne pouvais pas méprendre. Aïgue. Délibérée, comme Émilie elle-même, les souvenirs m'ont envahi, elle, petite fille. Les cheveux en tresse, rien en courant doit que... La manière dont elle s'asseyait sur mes genoux pendant que je fumais un cigare les soirs d'été, prétendant dessiner des cartes sur ma poitrine avec son doigt. Cette enfante était partie. À sa place se tenait une femme que je reconnaissais à peine. Une femme qui ne m'avait pas appelé papa depuis des années. Je suis resté là jusqu'à minuit, fixant cette boîte. La maison était calme. Trop calme, depuis le décès de sa mère. Le silence était devenu mon seul compagnon. Finalement, j'ai pris le téléphone. Le lendemain matin, je suis entré dans le commissariat local. L'inspectrice Morales, une femme dans la quarantaine aux yeux perçants et à la voix autoritaire, m'a rencontré dans le hall. Vous dites que votre fille vous a envoyé des cigares et l'homme qui les a fumés est aux soins intensifs. A-t-elle répété, haussant un sourcil? Oui, ma voix était ferme. Mais à l'intérieur, je tremblais. Le médecin a dit que ce n'était pas une maladie. Il a dit que c'était du poison. Et cette boîte, je l'ai fait glisser sur son bureau. C'est de là qu'il venait. Elle l'a étudiée soigneusement, soulevant le couvercle, reniflant le bois, puis elle s'est adossée. Nous ferons des tests, mais monsieur Carter, c'est une accusation grave. Êtes-vous sûr que c'est votre fille qui les a envoyés? Je connais son écriture. Ah, et je dis froidement. Un père n'oublie jamais. Morales a hoché la tête lentement, notant quelque chose dans son carnet. Nous devrons vérifier. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Chaque craquement de la maison semblait un murmure. Chaque ombre semblait porter son visage. Je suis resté assis dans mon fauteuil, fixant le plafond, me demandant quand exactement Émilie avait cessé d'être ma fille pour devenir ce qu'elle était maintenant. À 2 heures du matin, le téléphone a sonné. C'était la femme de Richard. Ils disent qu'il est stable, a-t-elle dit, le soulagement inondant sa voix, mais ils ont confirmé que ce n'était pas naturel. Les médecins pensent que c'était quelque chose dans le cigare. Mon cœur s'est serré. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Je suis sorti sur le porche, éclairé par la faible lueur de la lampe de sécurité, et j'ai regardé la cour sombre. La nuit était silencieuse, sauf pour l'aboiement lointain d'un chien. J'ai serré la rambarde à 2 mains. Émilie, pourquoi as-tu essayé de m'effacer? 2 jours plus tard,
L'inspectrice Morales a appelé. Nous avons fait des tests, a-t-elle dit. Les cigares étaient empoisonnés à l'aconie. C'est une toxine végétale rare, extrêmement mortelle, même à faible dose. Je n'ai rien dit. Monsieur Carter, a-t-elle continué? Y a-t-il une raison pour que votre fille veuille votre mort? La question a résonné dans ma poitrine. Des images ont défilé, Émilie me questionnant sur ma pension il y a des années. Ses remarques zéro se désinvoltent sur mon assurance vie, la façon dont elle s'est éloignée après son mariage, ne me contactant que lorsqu'il s'agissait d'argent. Elle a ses raisons, ai-je murmuré. Le ton de Morales s'est durci. Nous devons les entendre. Plus tard cette semaine, Émilie a appelé. Sa voix était douce, trop douce. Papa, as-tu reçu mon cadeau? Je me suis figé, serrant le combiné, jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Oui, je l'ai reçu. Elle a hésité, puis a demandé. En as-tu essayé? Non. Et je dis calmement. Je les ai donnés à Richard. Une longue pause. Puis un rire. Aïgo est fragile. Eh bien, je suppose que ça marche aussi. Quelque chose dans son ton m'a donné des frissons. Après avoir raccroché, je suis resté assis en silence pendant longtemps, repassant chaque mot dans ma tête. Le dimanche suivant, je suis passé devant sa maison. Je me suis dit que c'était une coïncidence, que je prenais juste le chemin le plus long pour rentrer, mais quand j'ai vu sa voiture dans l'allée, brillante et neuve, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander combien de tout cela avait été acheté avec de la patience, et combien avec du calcul à la fenêtre. J'ai vu sa silhouette, rien avec son mari. Elle semblait heureuse, insouciante, comme si elle n'avait pas envoyé à son père une boîte de mort. Je n'ai pas frappé. Je suis juste resté dans le camion jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière les arbres. Puis je suis parti. Cette nuit-là, j'ai sorti le vieux dossier où je gardais mes documents financiers, police d'assurance vie, l'acte de propriété de la maison, les économies de retraite, toutes bien rangées. J'ai fixé les papiers, prenant soudain conscience de ce qu'ils représentaient. Non pas pour moi, mais pour elle. Elle n'avait pas demandé de mes nouvelles depuis des années. Mais elle avait demandé pour ceci, pour les bénéficiaires, pour les montants de couverture. Peut-être qu'elle ne m'avait pas oublié, peut-être qu'elle avait prévu que je disparaisse. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon de visites de la police. De nouvelles de l'hôpital et de nuits sans sommeil. Morales m'a pressé pour des détails. Dates, conversations, tout ce qui pourrait relier Émilie à une intention. Je lui ai donné tout ce dont je me souvenais. Pendant ce temps, Richard se rétablissait lentement, bien que sa voix soit plus faible, son rire plus discret. Un après-midi, je lui ai rendu visite. Tu as de la chance, Jack, a-t-il dit d'une voix rauque. Essayant de sourire, si tu n'avais pas arrêté de fumer, on serait en train de planifier tes funérailles au lieu des miennes. J'ai forcé un sourire. Mais mon cœur était lourd. De la chance. C'est ainsi qu'ils appelaient ça, mais la chance n'avait rien à voir là-dedans. C'était de la survie. Et la survie, ai-je réalisé, demanderait plus que de la chance. Cela demanderait de la patience. Parce qu'Émilie avait fait son coup. Maintenant, c'était à mon tour. Quand l'inspectrice Morales m'a demandé pourquoi ma fille pourrait vouloir ma mort, je n'ai pas répondu tout de suite. Comment expliquer des années de silence? Des affronts qui semblaient anodins sur le moment, mais qui blessaient plus profondément avec le temps? Comment mettre en mots que la petite fille que vous portiez autrefois sur vos épaules vous voit maintenant comme un obstacle plutôt qu'un père? Je suis resté assis dans son bureau, fixant les murs beige terne. Et j'ai repensé à la dernière vraie conversation que j'avais eue avec Émilie avant que tout s'effondre. C'était il y a 3 ans. Peu après son mariage, elle est venue chez moi, son mari à ses côtés, tous deux habillés élégamment, les sourires trop larges. Ils se sont assis à ma table de cuisine, là où sa mère préparait les dîners du dimanche, et ont fait glisser une pile de documents vers moi. « Papa » a dit Émilie, la voix mielleuse. « Nous avons trouvé une maison, elle est parfaite pour nous. Émilie. » Et je dis calmement mais fermement. « Je ne peux pas te donner ce genre d'argent, il nous faut juste un peu d'aide pour la compte. » J'ai fixé ces documents, et je me souviens des chiffres élevés, avec plus de zéros que je n'en avais jamais vu dans mon propre compte d'épargne. Doucement, s'il te plaît. Actuellement, je ne travaille pas. Son visage s'est affaissé alors qu'elle parlait de vivre avec un revenu limité. Daniel, son mari, s'est rapproché, sa voix plus insistante. Mais tu as des actifs, ta maison, tes fonds de retraite, ton assurance vie, l'argent est pour mes frais médicaux et ma vie. Tu n'as même pas besoin de la moitié. J'ai croisé son regard, puis celui d'Émilie. Bien sûr, ce qui reste sera à toi un jour. Cela dit, pas maintenant, pas comme ça, a dit Émilie avec une expression inhabituellement sérieuse. Donc,
Tu dis que tu préférerais garder ton argent plutôt que m'aider à construire ma vie. Elle est, elle est partie ce jour-là sans m'enlacer ni même regarder en arrière. Quand je suis retourné au bureau de Morales, j'ai finalement dit, elle m'a demandé de l'argent une fois, ce n'était pas à propos d'attachement, c'était à propos de survie. Je voulais lui dire que ce n'était pas à propos d'attachement. Mais j'ai réalisé qu'elle ne me voyait plus comme son père, je me sentais comme une porte coincée, je ne peux pas le fournir. Les gens tuent, pour moi, a dit Morales d'un ton clinique et détaché qui m'a profondément blessé. Cette nuit-là, j'ai écouté le vent bruisser dans les arbres, enveloppé dans une vieille couverture sur le porche. J'étais plus faible, mes poumons marqués par la pneumonie. Chaque respiration me rappelait que mon temps était déjà plus court que celui de la plupart des gens. Penser au cadeau d'Émilie, les cigares, rendait clair qu'elle n'était pas juste impatiente. Elle en avait fini d'attendre, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à la petite fille qu'elle était autrefois. Je me souviens d'un Noël quand elle avait 8 ans et que l'argent était rare. Elle m'a enlacé si fort que mes côtes me faisaient mal et a murmuré « C'est parfait, papa ». Comment une enfant qui s'accrochait autrefois à vous comme ça devient une femme qui signe votre arrêt de mort de son écriture. Une semaine plus tard, Morales a appelé à nouveau. Je ne pouvais me permettre qu'un seul vrai cadeau, un vélo d'occasion que j'avais repeint tard dans la nuit après l'avoir trouvé dans une vente de garage. Son visage s'est illuminé comme un feu d'artifice quand elle l'a vu. J'ai répondu « Ma parole est suffite ». Elle a continué, la voix ferme. Pas devant un tribunal. Pas encore. La ligne est restée silencieuse. Mais ces mots ont persisté comme de la fumée. Le lendemain, j'ai visité le cimetière et vu la tombe de ma femme, avec une pierre tombale usée mais propre. Elle a expliqué que nous ne pouvions pas prouver qui avait empoisonné les cigares, car il n'y avait ni empreinte ni ADN. Martha, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, ai-je dit en me penchant pour enlever les feuilles de la base. Le vent a parlé pour elle, froid et sans vie. Cette nuit-là, j'ai décidé de mettre Emily à l'épreuve. Alors j'ai appelé son téléphone d'une main tremblante. « Emily ?» ai-je murmuré quand elle a répondu. « Papa !»« Tu m'écoutes ? Je pensais juste à toi », a-t-elle dit d'un ton délicat et uniforme. « Hein ? Toi aussi ?»« Bien sûr. » Ai-je demandé. « Tout à fait. J'espère que tu vas bien. Ton anniversaire était-il bon ?»« Papa !»« Tu sembles si dramatique. » Je l'ai fait, bien que ce soit presque mon dernier. Il y a eu un petit silence avant qu'elle ne rie. C'était juste un cadeau que je ne pouvais pas utiliser. Ai-je insisté. C'était Richard. Il y eut un autre silence. Plus lourd cette fois, et maintenant, il respire à peine. Emily, qu'est-ce qui se passe avec toi? Elle a alors dit, sa voix aussi froide que du verre. Eh bien, peut-être qu'il aurait dû mieux savoir. J'ai mordu ma lèvre et avalé de toutes mes forces. J'ai passé des heures dans le noir avec le téléphone toujours en main, pensant à ces mots. Peut-être qu'il aurait dû mieux savoir. Ce n'était pas de la culpabilité, ce n'était pas du déni. C'était un calcul, mais elle a raccroché. Carole, une vieille voisine qui connaissait Émilie depuis qu'elle était petite, a dit « Comment va Émilie ?» Le dimanche suivant, j'ai croisé une vieille amie au magasin. J'ai alors réalisé que Richard n'était jamais la cible prévue. « Elle est occupée », a dit Carole en hochant la tête, toujours ambitieuse. J'ai feint un sourire en réponse. « Tu sais, je l'ai vue la semaine dernière. Elle est passée dans une voiture toute neuve. Elle va bien, je suppose. » Ma mâchoire s'est serrée alors que je récupérais mon testament, qui désignait toujours Émilie comme seule bénéficiaire. Je savais qu'elle allait bien parce qu'elle avait épousé une famille riche et s'était frayé un chemin dans l'opulence. Mais elle en voulait plus, mon plus. Je ne pouvais pas défaire ce qui s'était passé, mais je pouvais contrôler ce qui se passerait à l'avenir. Une semaine plus tard, j'ai rencontré mon avocat, M. Jacobs. C'était un homme âgé avec des lunettes glissant sur son nez alors qu'il triait des documents. Vous envisagez de réviser votre testament. Est-ce que cela prendra effet immédiatement? A-t-il dit, son regard fixé sur moi. Puis je demandai pourquoi. J'ai répondu d'une voix ferme. Je n'ai pas répondu directement. Au lieu de cela, j'ai dit, parce que la personne en qui j'avais confiance pour prendre soin de moi un jour a déjà essayé de m'enterrer. Jacob, ça fait une... Puis il a hoché la tête lentement. Pas de problème. Qui voulez-vous voir mentionné à la place? N'importe qui sauf elle. Ai-je finalement répondu? Pas Émilie. Le rebondissement est arrivé ce même soir, alors que je rentrais de chez Jacobs, quand des phares ont clignoté dans mon rétroviseur. Richard, sa famille, peut-être même une fondation m'ont traversé l'esprit. Ça aurait pu être une coïncidence, mais j'avais un mauvais pressentiment. Plus tard cette nuit, j'ai rêvé du vélo rouge que j'avais peint pour Émilie quand elle avait 8 ans. La voiture me suivait de trop près, trop régulièrement. J'ai pris un détour, et elle a suivi. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Je me suis garé dans mon allée.
J'ai regardé la voiture ralentir au coin de la rue, puis disparaître. Émilie avait joué son coup. Mais elle ne connaissait pas le mien. Pas encore. En sirotant le café amer, je me suis promis en silence que je ne la laisserais pas gagner. Cette fois, dans le rêve. Cependant, elle s'est éloignée de moi à vélo et n'a jamais regardé en arrière. Quand je me suis réveillé, le soleil se levait à peine et ma maison semblait plus froide que jamais. Je me suis versé une tasse de café et me suis assise à la table. Fixant la boîte en acajou, vide mais lourde de sens. Papa, disait-elle, je pense qu'on devrait parler, pas avec mon argent, pas avec ma vie, pas avec mon nom. Le lendemain matin, j'ai trouvé une lettre, sans enveloppe, glissée sous ma porte d'entrée. Le message était juste un morceau de papier plié avec mon nom griffonné dessus. Mon estomac s'est noué en lisant Emily. L'écriture correspondait au style précis et volontaire de la boîte de cigares. Sa carte d'anniversaire n'était pas un gage d'affection. C'était un piège. Maintenant, elle voulait me rencontrer et j'ai envisagé de déchirer la note en deux, mais une nouvelle idée m'a traversé l'esprit. Peut-être que c'était l'occasion dont j'avais besoin pour la voir clairement. Loin de mes souvenirs et de la nostalgie, je l'ai appelée, et sa voix était douce et prudente. Papa, je suis contente que tu aies appelé. En disant, tu voulais parler, je l'ai dit littéralement. Dîner demain soir, j'ai accepté, mais l'expression terrain outre m'a fait sentir qu'elle négociait avec un ennemi plutôt qu'elle invitait son père. Le lendemain soir, je suis allé dans un petit restaurant italien à la périphérie de la ville, où elle attendait, assise près de la fenêtre avec un verre de vin à moitié fini. Papa, a-t-elle dit avec un sourire travaillé. Tu as l'air en forme. Je me suis assis, cachant mes mains tremblantes, et elle semblait être la fille accomplie, cheveux parfaitement coiffés, robe ajustée et un diamant si gros qu'il pourrait aveugler un homme au soleil. Tu voulais parler, a-t-elle dit. En effet, je suis désolé pour la distance qui nous a séparés, a-t-elle dit, se penchant plus près. Le temps file, alors qu'elle parlait doucement, son regard se posait sur ma montre. Le stylo dans ma poche, tout ce qui brillait, je ne voulais pas de regrets. Tu sais, papa, j'ai été inquiète de te savoir seul. J'ai hoché la tête lentement et répondu. Des regrets? Elle a bu son vin et murmuré. Tu sais quoi? Moi aussi. Quelles sont les possibilités? J'ai parlé et dit. J'y ai déjà pensé. Je viens de mettre à jour mon testament. Pour la première fois, son masque s'est fissuré. Le jeu était arrivé. Emily, tu ne devrais pas t'inquiéter pour moi. Il y a eu un bref moment de panique, mais il a rapidement disparu. Oh? Eh bien, c'est bien, a-t-elle répondu précipitamment. C'est responsable. J'ai maintenu le contact visuel avec elle. C'est tout ce que je voulais. Papa, j'ai tout arrangé. L'air était immobile entre nous, tendu comme un fil. Enfin, elle a affiché un autre sourire. Mais cette fois, il venait de ses lèvres, pas de ses yeux. Que tu ailles bien? Ce soir-là, je suis rentré avec le goût amer de la marinara, persistant sur ma langue et la confirmation qu'elle n'était pas venue pour réparer des blessures, mais pour sonder et mesurer, et qu'elle avait appris quelque chose d'inattendu. Il y a des années, quand Émilie portait encore des couettes, Martha et moi avions souscrit cette assurance. À l'époque, elle était la seule bénéficiaire, après tout, qui d'autres auraient été. Mais maintenant, l'idée de la voir sourire en encaissant ce chèque me terrifiait. Le lendemain matin, je suis allé au bureau d'assurance et me suis assise en face d'un jeune homme aux cheveux soigneusement coiffés et aux yeux brillants. Vous demandez un changement de bénéficiaire? En réponse à sa question, j'ai dit oui. Puis je demandai à qui. A-t-il demandé? Immédiatement après avoir dit Richard Hale. Le jeune homme a cligné des yeux. Votre ami. J'ai dit il méritait quelque chose si je ne peux pas être là pour le donner moi-même. Il a presque perdu la vie à cause d'un cadeau destiné à moi. En signant les documents, mon stylo a gratté contre la page. En les faisant glisser sur la surface, ma poitrine semblait plus légère, contrairement aux années précédentes. Je n'avais pas l'impression de simplement subir l'assaut inévitable, tout seul. Je déplaçais des pièces. Émilie est arrivée à ma porte une semaine plus tard. Papa, a-t-elle dit, s'efforçant de rendre sa voix plus lumineuse. Sans réfléchir. J'ai demandé si je pouvais entrer. Elle semblait évaluer mon petit salon en regardant autour d'elle. J'étais dans le quartier, a-t-elle dit. Je voulais juste passer, j'ai dit. En désignant la chaise, assieds-toi. Elle s'est assise doucement, croisant les jambes, et portait un parfum assez fort pour étouffer un moindre. Papa. J'ai réfléchi. Peut-être que j'ai été trop dur avant, en demandant de l'aide. Je veux dire, je comprends que tu as tes propres besoins. J'ai haussé un sourcil en réponse. Vraiment, a-t-elle incliné la tête et souri. J'ai presque admiré la fluidité du mensonge lorsqu'il a été prononcé. Bien sûr. Mais je pense aussi que les familles devraient se soutenir mutuellement.
je ferai la même chose pour toi. Je me suis penché. Emily, arrêtons de faire semblant. Tu ne m'as pas apporté des cigares parce que tu te souciais de moi. Tu les as apportés parce que tu espérais que je les fumerais. Un petit moment plus tard, son expression est restée immobile. Ensuite, elle a laissé échapper un rire faible et vide. Elle a agité une main et dit « Papa, c'est ridicule. Vraiment, Richard a failli mourir. Nous avons tous les deux convenu, mes mots étaient « Les accidents arrivent. » Et je me suis levé. Elle a finalement dit « Pas ce genre d'accident. » Son masque s'était enfin effondré. Elle a serré la mâchoire et plissé les yeux. « Tu es trop méfiant » a-t-elle grogné. Les mots. Tu as toujours été paranoïaque. Pas étonnant que maman ont été étouffés avant qu'elle ne puisse continuer. Maintenant, c'est trop tard. Les mots ont coupé comme un couteau dans mon cœur. Pas étonnant. Maman, elle est de tordre le couteau encore plus. Doucement, j'ai laissé échapper un souffle. Émilie s'est levée d'un bond, a attrapé son sac et s'est précipitée dehors en silence. Son front plissé de rage. Sauce, Émilie. La porte a claqué derrière elle avec une finalité retentissante. Faisant trembler la maison, je n'ai pas dormi cette nuit-là. Assise à la table de la cuisine, je sentais le poids de la boîte de cigares en acajou, vide et solide. Je me suis souvenu de la petite Émilie, s'endormant sur ma poitrine après l'heure des histoires. Elle était si dure et critique envers moi quand elle était adolescente, et je pensais à elle à ce moment-là. Je me suis souvenu de son mariage, quand elle souriait à Daniel mais évitait mon regard. Ses remarques étaient empoisonnées, et je ne pouvais m'empêcher de penser à elle pendant que je dormais cette nuit-là. À ce moment-là, j'ai réalisé, l'argent n'était pas le seul problème. Émilie détestait que je sois encore en vie et que j'ai duré plus longtemps qu'elle ne l'avait espéré. Elle était déterminée à continuer. Alors, j'ai commencé à planifier, pas par colère ou frustration, mais avec précision, Soren et les outils qu'Émilie ne comprendrait jamais, le temps, le papier et la loi. J'ai contacté Jacobs à nouveau. Encore une chose. Et je murmurais, avec une grimace, Jacobs a dit « Je veux établir une fiducie inattaquable. Émilie ne verra pas un centime. » Jacobs a ri. Ma réponse a été « Non, c'est la survie. » Le rebondissement est arrivé 2 jours plus tard. Mais d'abord, ça ressemblait à la guerre. Le courrier contenait une lettre à l'aspect officiel. Elle provenait d'un cabinet juridique inconnu. « Monsieur Carter », continuait-elle. Les mots sont devenus flous alors que je les regardais. Nous représentons Emily Hale. Ceci est pour vous informer de son intention d'entamer des procédures de tutelle, invoquant des préoccupations concernant votre compétence mentale, prendre le contrôle. Elle n'attendait pas passivement ma mort. Son intention était de me déclarer inapte à vivre. Même après avoir fini de lire, la note tremblait dans ma main. Pétition pour la tutelle. Préoccupation concernant une capacité mentale déclinante. Il y avait plus que cela. C'était des lames que ma fille avait aiguisées et polies. Prendre le contrôle. Si elle réussissait, elle pourrait contourner mon testament et mon assurance vie. Tant que j'avais de l'air dans mon corps, elle contrôlerait chacun de mes mouvements. En repliant soigneusement la lettre dans son enveloppe, je me suis assis à ma table de cuisine, là où Martha et moi jouions aux cartes les après-midi calmes. J'ai murmuré à la chaise vide en face de moi. Elle essaye de m'enterrer vivant. Le lendemain matin, je suis entré dans le bureau de Jacobs. En voyant mon visage, il a immédiatement mis de côté la pile de dossiers sur son bureau. « Racontez-moi » a-t-il ordonné. Je lui ai montré la lettre. En lisant, sa bouche s'est crispée en silence. Ensuite, il a soupiré profondément et s'est adossé. La tutelle. C'est audacieux et laid. Elle semble déterminée à prouver que je suis incompétent. Ai-je murmuré. Jacobs a touché le document et a dit. Elle veut que le tribunal me prive de mes propres décisions. Jack, il ne faut pas la sous-estimer. Ces pétitions peuvent faire des dégâts. J'ai exigé. Quelles erreurs? Quand elle a mentionné des médecins, des voisins, et même des reçus d'erreur, disant que les tribunaux prenaient leur témoignage au sérieux, il a fait une pause. Dites-moi honnêtement, avez-vous eu des absences, oublié des factures, des médicaments, laissé la cuisinière allumée? Ma mâchoire s'est serrée. J'ai 67 ans, pas sénile. Je me souviens de plus qu'elle ne l'a jamais reconnu. Jacob s'est rapproché. Alors, nous nous battons, mais prudemment. Ce n'est pas une question de colère. C'est une question de preuve. Si elle veut monter un dossier contre vous, nous en construirons un plus solide pour vous. Émilie a commencé à agir cette semaine-là. Les habitants passaient avec des histoires étranges. Un pharmacien m'a regardé en plissant les yeux. Émilie nous a dit que vous oubliez parfois vos ordonnances. On nous a conseillé de garder un œil sur vous. Madame Patterson. De l'autre côté de la rue, a continué.
Votre fille a mentionné que vous étiez confus dernièrement. Elle a dit que vous aviez laissé votre porte d'entrée grande ouverte toute la nuit. Quel dommage! Le pauvre Jack n'est plus tout à fait là. Heureusement qu'Emily intervient. Les murmures à l'église se sont répandus comme une traînée de poudre. La campagne était aussi systématique qu'une élection. Ce n'était pas seulement les cigares qu'elle empoisonnait les noms des gens. Chaque interaction, chaque visite, chaque détail, y compris les dates, les heures et les noms, étaient consignés dans mon journal. Elle pouvait prendre la vérité, reliée en cuir, et me traîner en justice si elle le choisissait. Le téléphone sonna une nuit, alors que j'écrivais à la table de la cuisine. Pensant que c'était Jacobs, je décrochais. C'était Emily. Le mot « papa » sortit de sa bouche d'une voix sirupeuse. J'ai entendu dire que tu avais des problèmes, des factures, des médicaments, des portes, des poches non verrouillées. Amusante, dis-je. J'ai entendu la même chose. Je me demande d'où viennent ces rumeurs. Inauguration. Ensuite, elle dit, d'une voix aussi dure que du verre. Pour la première fois depuis des mois, ma poitrine éclata de rire en entendant les mots. Tu peux rendre ça facile. Tu sais, signe simplement la procuration. Tu n'auras pas à subir l'embarras d'une audience. Embarrass. Emily. Le seul embarras ici, c'est toi. Elle mit fin à la conversation. Il fallut 2 semaines. L'odeur de café moisi et de bois en décomposition imprégnait le tribunal. Martha avait préparé mon plus beau costume avant son dernier service dominical, alors je choisis de le porter. Jacobs était solide comme un phare et se tenait à mes côtés. Un homme élégant en costume à $1000, qui semblait ne pas avoir sauté un repas depuis des années, accompagnait Emily avec son avocat. Même Emily était tout en noir. Comme si elle pleurait déjà ma perte, une dame âgée aux yeux perçants présidait en tant que juge et ouvrit la séance. Une pétition de tutelle a été déposée pour mai. Jack Carter par Madeleine. Veuillez commencer. Emily s'éleva avec élégance, en désignant son avocat, qui fournit des documents tels qu'un affidavit, des preuves de voisins, des dossiers de pharmacie et même des témoignages d'amis de la famille. Elle le dit, votre honneur. Mon père décline, il oublie les tâches de base, laisse sa maison non sécurisée, néglige sa santé, j'ai peur pour sa sécurité. La salle d'audience était remplie de murmures. Le juge me regarda et dit, M. Carter. Que répondez-vous? Je me levai lentement, ma voix ne trahissant aucune émotion, malgré les années d'expérience pesant sur mon dos. Votre honneur. Je ne suis peut-être plus jeune, mais je ne suis pas incompétent. J'ai géré ma maison, mes finances et ma santé avec plus de soin que ma fille n'a jamais géré son mariage. La salle fut remplie de halètements. Les joues d'Émilie rougirent. En levant mon carnet en cuir, je le brandis. J'ai documenté chaque interaction depuis qu'elle a commencé cette campagne. Dates, heures, mots exacts, voix impressionnées. Pharmacien induit en erreur. Une machine à calomnie conçue non pas pour me protéger, mais pour me contrôler. Un ensemble bien organisé de documents, y compris mon testament, des mises à jour, des informations d'assurance et des dossiers médicaux. Fut présenté devant le tribunal par Jacobs. Le juge haussa un sourcil en examinant les documents et dit « Ce n'est pas un homme incapable de gérer ses affaires, c'est un homme ciblé par la cupidité. » Elle se tourna ensuite vers Émilie. « Le fait que votre père soit si autonome et bien organisé fait de vous une fille cherchant la tutelle, Malahail. » Quand l'avocat d'Émilie tenta de soulever une objection, le tribunal le regarda et le réduisit au silence. « Pétition rejetée, dit-elle. Un coup de tonnerre retentit du marteau. Émilie m'entoura à l'extérieur du tribunal. Maintenant, elle arborait un sourire narquois au lieu de son masque. « Tu crois vraiment que c'est fini ?» grogna-t-elle. Je la regardai dans ses yeux calmes et fermes et dis « Tu penses qu'une décision m'arrêtera ?» Ses lèvres furieuses tremblèrent alors qu'elle menaça « Ça ne t'arrêtera pas, Emily, mais ça te ralentira, et chaque jour que tu perds à courir après ma mort, je vivrai. » Non, dis-je, en passant devant elle, alors qu'elle avertissait que je le regretterais. Tu le regretteras. Ce soir-là, en profitant de la brise fraîche sur ma véranda, j'y réfléchis. Le fardeau du soupçon s'éleva de ma poitrine pour la première fois depuis des mois, alors que je prenais une profonde inspiration. Mais le calme fut de courte durée. Emily, à ma connaissance, refusait d'admettre sa défaite. Pour s'adapter, elle changea de tactique. Le conflit était loin d'être terminé. Je le savais alors que les étoiles scintillaient au-dessus. Les champs de bataille avaient seulement changé. Elle avait d'autres plans si elle ne pouvait pas m'avoir par les tribunaux. Alors je devais être prêt. Le courrier semblait banal, mais ce sont souvent les choses les plus anodines qui piquent le plus.
J'utilisais le vieux canif que Martha m'avait offert pour notre 10e anniversaire pour l'ouvrir. Un document officiel de ma banque, avec les mots « confirmation de transfert », se trouvait à l'intérieur. Les mots « acte de propriété réassigné »,« signature vérifiée », un frisson me parcourut l'échine alors que je me figeais, signature de transfert de document. Tout était resté non signé. En rapprochant le papier, j'examinais le nom griffonné en bas. Il semblait être le mien, mais pas vraiment. Les courbes et boucles reflétaient des décennies de reçus et de chèques. Ce n'était pas ma main. Cependant, c'était celle d'Émilie. Elle m'avait imité, d'une poigne ferme sur le volant qui blanchit mes jointures. J'accélérai directement vers la banque. Le jeune homme responsable de l'agence, avec des cheveux impeccables et un apparent désintérêt pour le passé, me sourit, mais son expression devint sombre dès que je posai la lettre sur son bureau. « Je n'ai ça, mais autorisé cela », dis-je d'une voix posée. Il l'examina, puis me regarda avec hésitation et dit « Ce n'est pas ma signature. M. Carter, tout a été vérifié par les canaux appropriés. Le notaire l'a confirmé. Nous avons même une déclaration de témoin. Témoin. Avant sage, oui, dit-il en fouillant dans des piles de documents. Je souris amèrement et dis « Votre fille, Emily Hale ». Une pâleur se répandit sur ses joues. Dans le bureau de Jacobs, je posai la lettre sur son bureau. « Monsieur, si c'est vrai, c'est vrai. Et si cette banque ne l'annule pas immédiatement, vous vous défendrez devant un tribunal avec elle. » Il lut chaque mot avec soin en ajustant ses lunettes. Un murmure à voix basse. « Elle est intelligente. » Des braquages impliquant des faux témoins et une manipulation de notaire. « Jack, ce n'est pas une enfant impuissante, c'est une tromperie délibérée. » Je grimaçais et acquiesçais. Elle veut me dépouiller. Si la tutelle a échoué, elle me laissera mourir de faim. Ça, à la place. Jacob s'assit. Nous pouvons combattre cela. Mais nous aurons besoin de preuves au-delà de l'écriture. Forensique financière. 13 papiers. Le genre de détail que la plupart des gens négligent. Détail, murmurai-je à nouveau. Ce soir-là, j'ouvris l'armoire, mais dossier usé dans mon bureau et dit « C'est là que je vis ?» Des dossiers soigneusement conservés sur des décennies. Mon obsession pour la conservation des reçus, certains datant des années 1970, était une source de taquinerie pour Martha. J'avais inconsciemment amassé une armée toute ma vie. Mais soudain, chaque morceau de papier semblait être un soldat, driver's documents, y compris des paiements d'hypothèque, des déclarations fiscales et la carte que j'avais signée pour la dernière admission à l'hôpital de Martha servaient d'exemple de ma véritable signature. Ensuite, je les comparais aux faux. Il y avait une différence minime mais fatale. Alors qu'Émilie traînait et hésitait, j'appuyais plus fort sur la dernière lettre de mon cas. Chaque fois que je barrais mon thé, je le faisais avec 2 traits lents, comme un membre fatigué. Le sien s'affaissait. Cela semblait suffisant pour un étranger. Un parfait étranger se faisait passer pour moi. Une experte en écriture manuscrite était assise en face de Jacobs, et moi le lendemain, son petit gabarit trahissait sa nature perspicace. À l'aide d'une loupe, elle traça chaque ligne des autographes. Enfin, elle revendiqua « absolument pas ». Celui qui a forgé cela essayait d'être parfait. Et en essayant, s'est révélé, dit-elle. Jacobs grimace. Les tremblements dans les traits, elle était anxieuse. Sous pression, l'imitation est intentionnelle, mais aussi visible. C'est ce que j'avais besoin d'entendre. Nous allons aussi assigner les dossiers du notaire. Si Émilie a impliqué quelqu'un là-dedans, nous le ferons sortir au grand jour. Je croyais que j'étais prêt. Cependant, la rencontre qui eut lieu 1 semaine plus tard fut totalement inattendue. Alors que je rentrais de l'église, la voiture d'Émilie s'arrêta à côté de moi. Son sourire était tranchant comme une lame alors qu'elle baissait la vitre. « Papa » cria-t-elle. « Besoin qu'on te ramène ou tu peux encore marcher tout seul ?» Je continuai à avancer. Avec une détermination inébranlable, elle se rapprocha. « Pourquoi te bats-tu contre moi ? Vas-tu laisser tes dernières années être consumées par des factures médicales, des paperasses et des rendez-vous ?» Je m'arrêtai, me rapprochant d'elle, flotta sur ta merci et pire que de me noyer avec dignité, dis-je, son expression changeante. En m'approchant de sa fenêtre, je dis « Vieux papier, tu sembles penser que le tribunal te fera confiance plutôt qu'à moi parce que tu es plus jeune, plus sage, plus connecté. » Sa voix siffla alors qu'elle se penchait plus près, dit ça, et une vérité qui ne s'efface pas, c'est tout ce dont j'ai besoin. Une sanglotante, signe simplement volontairement. Ça aurait été mieux. Tu ne fais que retarder l'inévitable, dit-elle avant de sourire narquoisement et de s'éloigner à toute vitesse, ses pneus projetant du gravier comme du poison. Je ne dormis pas cette nuit-là.
Les ombres dansaient dans mon jardin pendant que je restais assise à la fenêtre. Quand je sentais que les chiffres jouaient contre moi, je pensais à Martha et à sa main ferme triant les factures. À sa voix apaisante, je dis à son esprit, Martha, elle veut m'effacer avant que mon histoire ne soit terminée. Elle ne veut pas seulement l'argent, la maison était plus froide qu'auparavant. Mais je trouvais de l'acier dans ce froid. Si Émilie voulait jouer avec les signatures, je lui donnerais signature inoubliable. 2 semaines plus tard, je retrouvais Jacobs, une lueur brillait dans ses yeux. On l'a eu, dit-il. L'experte en écriture est prête à témoigner. Et le notaire, il a craqué. Il a dit qu'Émilie l'a payé sous la table pour approuver les documents. J'expirais profondément. Donc, c'est de la fraude. En noir et blanc, fraude et conspiration, déclara Jacobs. Suffisant pour la couler si nous portons plainte? Pas encore, dis-je. Jacques fronça les sourcils. Je gardai une voix calme en me penchant et dis « Pas encore. Jack, elle essaye de te ruiner, elle fera une autre tentative. Je veux qu'elle soit trop confiante, qu'elle pense qu'elle gagne, pour qu'on puisse frapper d'un coup. Si nous attendons trop longtemps, elle trouvera un autre angle. » Ce week-end-là, Émilie passa à la maison sans prévenir, debout sur le pas de ma porte. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire, mais ses yeux étaient loin de sourire. « Peut-être qu'on pourrait discuter, » dit-elle. Je me reculai, avec un air de propriété naturelle. Elle entra, jetant un rapide coup d'œil autour. « Papa, dit-elle, je sais que les choses ont été tendues, mais tu dois voir ça de mon côté. J'essaie seulement de te protéger. Tu es vieux, tu oublies des choses. » Je la regardais fixement. La seule chose que j'ai oubliée, Emily. C'est à quel point la cupidité peut transformer quelqu'un que j'ai élevé. Elle perdit son sourire, calmement mais fermement. Je continuai. Tu peux voler ma signature. Tu peux murmurer des mensonges. Mais tu ne peux pas réécrire la vérité. Et tu ne peux pas tuer un homme qui refuse d'arrêter de respirer. Son expression se figea. Alors, je suppose qu'on mesurera ton endurance à respirer, dit-elle avant de se retourner et de partir. La porte claqua comme un marteau. Je retournai à mon bureau la nuit suivante, un stylo à la main. Mais cette fois, je ne tenais pas seulement un journal. J'avais un plan. Émilie avait pris l'initiative. C'était mon tour maintenant. Dans le calme de la nuit, l'idée me frappa. La maison était si silencieuse pendant que j'étais assis à mon ordinateur, mais ensuite ça me vint. Si je voulais piéger Émilie, je devais lui donner quelque chose à poursuivre. Ce n'était qu'un leurre, un os qu'elle ne pouvait pas résister. Je sortis un vieux classeur en cuir de mon tiroir du bas. Les certificats d'action dataient de la fin des années 1980 et étaient pratiquement sans valeur après la crise, mais pour quelqu'un d'imprudent et avide, ils auraient semblé de l'or. Doucement, je souris. Je dis qu'elle essaye de me vider en courant après une veine vide. Le lendemain matin, ma première étape fut chez Jacobs. En posant les certificats sur son bureau, il haussa un sourcil et dit « Tu plaisantes ?»« Pas du tout, dis-je. On la laisse penser que j'ai caché une fortune toutes ces années, quelque chose qu'elle ne peut pas résister. Je veux qu'elle se dévoile. » Jacobs changea de position. « C'est risqué. Si elle comprend, elle ne comprendra pas, dis-je. Émilie a toujours pensé qu'elle était plus intelligente que moi. Sa vantardise la perdra. » Il me regarda longuement avant de hocher la tête. « D'accord. On plante la graine, mais tu devras sembler vulnérable. Là, faire penser que tu faiblis. » Je souris d'un sourire glacial. Ce week-end-là, Emily passa à nouveau, mais cette fois, elle n'était pas la bienvenue. Ça ne sera pas difficile. Elle me voit déjà comme à moitié finie, dans l'esprit d'une fille responsable. Elle traîna un sac de courses rempli de produits de première nécessité. Elle dit « J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'aide. » Avant de les poser sur le comptoir, j'allais avec le courant, bougeant un peu plus lentement que d'habitude, laissant mon souffle s'arrêter juste assez pour qu'elle le remarque. En glissant sur la chaise, je parlais à Émilie et dis que j'avais l'intention de m'occuper enfin de vieux comptes et d'actions qui traînaient depuis que ta mère était en vie. « Ça fait des décennies qu'ils n'ont pas été touchés, » répondit-elle, ses yeux scintillant comme une étincelle. « Des actions ?» dit-elle à nouveau d'un ton désinvolte. Elle tenta de cacher son excitation, mais je pouvais sentir son cœur battre dans sa gorge alors qu'elle disait « Oui, je n'en ai jamais parlé à personne. Pas même à Jacobs. Ça pourrait valoir quelque chose maintenant. » J'ai été trop fatigué pour vérifier. J'attendis un moment de silence avant de continuer. « J'aimerais que tu m'aides avec ça. Après tout, tu es meilleur avec les ordinateurs. »« Absolument. »« Papa, dit-elle avec assurance. Demande-moi, et je m'en occuperai. » Elle a mordu à l'hameçon. Dis-je à Jacobs au téléphone plus tard cette nuit-là. Il sourit sinistrement et ajouta « Maintenant,
On regardait le poisson nager. Émilie devint plus indépendante dans les jours qui suivirent, cessant de sembler préoccupée par ma santé et commençant à poser des questions indiscrètes comme « Où sont exactement ces papiers d'action, papa ?»« Dans le bureau ?» dis-je vaguement. « Peut-être dans ce vieux classeur, sans ce vieux classeur poussiéreux. » Chaque fois que je passais, elle passait plus de temps dans ce tiroir, fouillant soigneusement les documents quand elle pensait que je ne regardais pas. Une fois, je l'ai surprise debout devant le classeur, ses doigts caressant les certificats comme s'ils étaient des artefacts précieux. « Tu ne devrais pas te fatiguer avec de vieux papiers, » dit-elle rapidement quand elle réalisa que je l'observais. J'acquiesçai. « Tu as raison. Je te faisais confiance pour ça. » Une semaine plus tard, son beau-père Richard Hale, l'homme presque tué par ses cigares empoisonnés, m'appela de l'hôpital. Sa voix était faible mais claire. « Jack, Emily est venue me voir, » dit-il. Et je serrai le téléphone plus fort. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle m'a questionné sur tes anciennes affaires. Jack, elle a dit qu'elle t'aidait à organiser tes finances. Ces questions étaient loin d'être familiales. Elle creusait comme une fossoyeuse. Et en fermant les yeux, les pièces tombèrent exactement là où je l'avais prévu. Richard, dis-je, ne lui dis rien qu'elle ne sache déjà. Il toussa après un rire forcé. Et pour l'amour de Dieu, ne fume rien qu'elle t'offre. Ne t'inquiète pas, j'ai appris ma leçon. Le dimanche suivant, Émilie m'invita à dîner chez elle, juste un repas simple, murmura-t-elle avec une douceur scénarisée. Quand j'arrivai, sa table était dressée avec des bougies brillamment allumées. Daniel, son mari, ne prononça presque pas un mot. Son regard anxieux passant entre nous. Émilie me versa du vin, bien qu'elle sache que je buvais rarement. Ah, de nouveau départ? Dit-elle. Levant son verre, je pris une gorgée, mais je ne l'avalai pas. Au lieu de cela, je laissai le liquide toucher mes lèvres avant de poser le verre. Alors, Emily, dis-je paisiblement, as-tu eu de la chance avec ces vieilles actions? Elle se pencha en avant, ses yeux brillants. Oui, papa. Je pense qu'elle pourrait en te valoir beaucoup. Elle sourit plus largement, mais sa faim était aussi tranchante que des dents. Daniel fit cliqueter sa fourchette, et Émilie lui lança un regard qui pourrait couper un os. Je penchai la tête et dis « Daniel, tu sembles mal à l'aise. » Il bégaya et dit « Oh, il fait juste chaud d'ici. » Émilie posa alors sa main sur la sienne. « Il va bien ?» En rentrant chez moi ce soir-là, je notais dans mon journal. Elle chasse des ombres, les prenant pour de l'or. Mais Daniel sait, il craque. Et quand il le fera, toute la façade s'effondrera. 2 jours plus tard, je fus convoqué au bureau de Jacobs. Il avait intercepté une demande qu'Emily avait déposée auprès de la banque, où elle tentait d'accéder au prétendu compte d'action en utilisant ses documents de procuration, mais cette fois, avec des images de surveillance horodatées et une analyse d'écriture alignée. Jacobs remarqua en agitant les documents. Elle a encore utilisé la fausse signature. J'expirai lourdement. En hoquant la tête, Jacobs dit. Elle resserre le nœud coulant autour de son cou. Encore un ou 2 pas. Et nous aurons assez pour non seulement blanchir ton nom, mais l'enterrer devant un tribunal. Cependant, la véritable découverte me prit au dépourvu. Daniel vint à ma porte tard une nuit, ses épaules affaissées et un mélange de terreur et d'embarras brillaient dans ses yeux alors qu'il se tenait là. « Carter » murmura-t-il. « Je ne peux plus garder ça secret. Emily a tout avoué. Elle a dit qu'une fois que vous serez parti, elle obtiendra tout, les actions, l'assurance. Le terrain, je l'observais aussi attentivement, mon silence parlant plus que toute question, car elle m'avait averti que je serais laissé sans rien si je ne la soutenais pas. Pour tout arrêter, il murmura, elle planifie autre chose, quelque chose bientôt, et je pense que vous devriez être prudent. Je l'invitai à s'asseoir dans mon bureau pendant que je faisais du café, en serrant la tasse fort. Sa voix tremblait. « Ce n'est pas la femme que j'ai épousée, » dit-il. En me penchant plus près, ma voix ferme, je dis, elle est obsédée, Jack, obsédée par ce que tu as, pas par qui tu es. C'était une citation directe. Il hocha la tête après avoir avalé de travers. Daniel, la seule façon de l'arrêter est de la laisser se dévoiler. J'ai besoin que tu tiennes bon encore un peu. Peux-tu le faire? Très bien, dis-je. Parce que lorsqu'elle ira, fatale, je serai là à attendre. Pendant des jours, l'avertissement de Daniel résonna dans ma tête. Elle a d'autres plans. Je vais dire quelque chose bientôt. Je pouvais voir qu'il ne plaisantait pas quand sa voix tremblait de terreur. J'avais pu passer devant. 2 matins plus tard, je trouvais une nouvelle bouteille de pilule sur mon comptoir de cuisine. Le verre ambré avec un couvercle blanc portait correctement mon nom.
Sauf que je n'avais pas programmé d'ordonnance et que je n'avais pas vu le médecin depuis longtemps, je la tins à la lumière. Ce n'étaient pas des pilules ordinaires, elles étaient blancs cassés, crailleuses et sans marque. Quelque chose de glacé remonta le long de ma colonne vertébrale. Ça empire pour elle. Au lieu de la jeter, je mis la bouteille dans une enveloppe et la portai directement chez Jacobs. Il la garda fermée. On va faire un test, n'en touche plus une autre. J'approuvais. Cette fois, ma poitrine serrée ne venait pas d'une maladie, mais de la colère. Dans la soirée, Richard appela à nouveau de l'hôpital. Elle n'est plus seulement avide, Jacobs, elle est imprudente. Ça la rend dangereuse. Ses mots étaient puissants malgré sa voix faible. Jack, dit-il. Émilie est venue encore. Elle m'a questionné sur ton assurance. Elle m'a pressé de lui dire si tu avais encore des polices actives. Elle a dit le mot paiement. Je baissai la tête. Protection financière. C'était donc son plan. Elle voulait que je sois formellement et légalement éliminé pour qu'elle puisse encaisser. Je dis à Richard brusquement, ne la rencontre plus jamais seule. Il gloussa doucement. Ne t'inquiète pas. La prochaine fois, je laisserai les infirmières la chasser. Cette nuit-là, je m'assis à mon bureau, écrivant dans mon journal sous la lumière vacillante de la lampe. Pourquoi suis-je ici? Une fille qui, autrefois, suppliait pour une glace en s'accrochant à ma main aux os. Celle qui pleurait chaque fois que je partais en voyage d'affaires. Tu te souviens? Je parle de la même femme qui empoisonne des cigares, trafique des médicaments et traite les paiements comme si j'étais une police. Pas son père. J'éprouvais du chagrin pour la première fois, pas seulement pour ma défunte épouse, mais aussi pour ma fille, que j'avais perdue avant que la mort n'ait d'importance dans ma vie. Jacob s'appela le lendemain. Sa voix était plus forte que d'habitude. Les pilules, me dit-il, sont revenues positives. Poison à rat, écrasé et pressé en capsule. Une ou deux ne te tueraient pas toutes de suite, mais assez dans ton système. Et tes poumons lâcheraient. Une couverture parfaite, la pneumonie qui revient. Je serrai le téléphone si fort que mes jointures blanchirent. Puis Jacob s'arrêta et dit « Donc, elle veut que j'aie l'air de mourir de cause naturelle. » Émilie m'invite à nouveau à venir chez elle ce dimanche. « Jack, il faut agir vite. Elle a déjà franchi la ligne de la tentative de meurtre. » J'attendis un moment de silence avant de répondre. « Pas encore. Elle doit montrer sa main complètement. Si nous frappons trop tôt, elle le retournera, dira que j'étais confus, sénile. Alors elle s'en sortira. Non. Elle doit s'enterrer avec sa propre pelle. Elle était déterminée à être la cuisinière cette fois. Elle parlait avec enthousiasme au téléphone, disant « J'ai appris de nouvelles recettes. Dès que j'entendis, tu vas adorer papa. Un ragoût copieux. Bon pour tes poumons. » Ces mots me firent frissonner. J'appelai la police après que Jacobs m'eut supplié. Je fus discrètement convaincu de porter un dispositif d'enregistrement caché dans le bouton de ma veste. Des plus. Ils implantèrent discrètement une petite caméra dans mes lunettes. Je me sentais ridicule, comme un vieil homme fou, jouant à des jeux d'espionnage. Puis je me souvins de Richard haletant, de Daniel tremblant à ma porte, et de la bouteille de pilule sur mon comptoir, et le ridicule s'effaça, laissant place à la détermination. L'arôme d'ail et de romarin flottait dans sa maison, alors que la vapeur s'élevait d'une casserole sur la cuisinière, avec assurance. Émilie se déplaçait dans la cuisine comme si elle avait déjà gagné. « Assieds-toi. »« Papa » insista-t-elle avec un ton aimable. « Le dîner sera prêt dans 10 minutes. » Je m'assis sur la chaise, ajustant mes lunettes pour pointer vers le comptoir. À côté de la planche à découper, je vis une petite bouteille sans étiquette. Avec un murmure doux, elle versa le ragoût dans des bols individuels. Ensuite, elle vida méthodiquement le contenu du flacon et saupoudra une pincée de poudre dans le mien, pas le sien, ni celui de Daniel. Le mien. Mon cœur battait, mais mon expression restait impassible. « Tiens !» dit-elle avec un ton agréable, le posant devant moi. Les mains de Daniel tremblaient sur ses genoux. Il jeta un bref coup d'œil au plat, puis à moi, sa mâchoire tremblante. Il ouvrit la bouche, puis la referma. « Vas-y, papa !» encourageait à Émilie. Je penchai la cuillère juste au-dessus de la surface et dis « C'est bon pour toi. » Tout était capturé par la caméra. Enfin, je la posai. « Pourquoi ne prends-tu pas la première bouchée ?»« Émilie, dis-je, et son sourire vacilla légèrement. La voix de Daniel tremblait, sa fourchette claqua sur la table. « Oh, papa, c'est fait juste pour toi. Tu en as plus besoin. »« Arrête, Émilie, arrête juste. » En le fixant intensément, elle s'arrêta. « De quoi parles-tu » dit-il, repoussant sa chaise. « Je ne peux plus lui cacher. Tout le monde sait, » dit Émilie, son visage perdant toute couleur. Ensuite, elle tourna ses mots venimeux contre moi. « Tu m'as piégé. » Je croisai son regard, mon expression dénuée d'émotion.
Elle quitta la table en tapant des talons comme des coupes de feu, criant « Non, Emily, tu t'es piégée toi-même ». On frappa à la porte de la cuisine. Dans le silence qui suivit, je restais assise avec Daniel tremblant et le bol de ragoût refroidissant devant moi. Je me levai, posant une main sur son épaule, avec des yeux pleins d'émotion. Il hocha la tête et dit « Tu as fait ce qu'il fallait ce soir ». En parlant d'un ton calme et posé, je leur dis « Maintenant, laissons la loi suivre son cours ». Ils étaient confus sur la suite des événements. D'un autre côté, Émile l'ignorait à ce stade. Elle pense qu'elle a encore une chance. Et c'est précisément ce qui causera sa perte. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je notais à nouveau dans mon journal. Le piège est presque scellé. Dans sa tentative de me tuer, elle a utilisé des cigares, des médicaments et même de la nourriture. Malgré ses échecs répétés, sa détermination n'a fait que croître. Elle fera bientôt sa dernière tentative. Et quand elle le fera, tout le monde reconnaîtra son véritable moi. J'ai posé le stylo sur la table et j'ai contemplé la solitude de mon bureau. J'éprouvais une sensation de tranquillité que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Après le repas empoisonné, je pensais que la tempête était passée, mais j'ai ensuite entendu les murmures du danger. Après 3 nuits, j'ai entendu le gravier crisser dehors sous ma fenêtre et je me suis levé. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était que des bruits aléatoires, comme des animaux errants ou le vent agitant les arbres. Mais ensuite, j'ai vu les phares avancer lentement et fouiller mes murs, comme si quelqu'un essayait de me dire que je n'avais pas encore terminé, complètement immobile. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti ce que c'est lorsque le danger arrive silencieusement, sans bruit, alors que j'étais assis dans l'obscurité, respirant à peine. Émilie agissait ainsi. Mon calme et ma main ferme étaient des traits qu'elle avait hérités, mais elle les avait transformés en station avantage. J'ai contacté l'inspectrice Morales dès le matin. Même si ma main me faisait mal à force de serrer le téléphone, j'ai gardé mon sang-froid. Je lui ai tout raconté de ce que j'avais vu, la voiture tournant autour de ma maison et les lumières perturbant mon sommeil. Je lui ai dit « Pas encore ». Émilie n'avait pas révélé sa dernière carte, mais elle voulait obtenir un mandat immédiatement, affirmant que c'était de l'intimidation et que la situation s'aggravait. Elle trouverait une excuse, coïncidence. Malentendu, si nous l'attrapions trop tôt, je deviendrais le vieil homme paranoïaque, tandis qu'elle tordrait l'histoire avec son sourire mordant. Pas dans mes moyens, alors. Je l'ai supplié de me laisser de me donner un autre fil pour qu'elle se pende elle-même. Son avis était négatif. Selon elle, je mettais ma propre vie en danger. Je l'ai rassurée en disant que c'était plus de la patience que du pari. Daniel m'a approché plus tard cet après-midi-là. Ses yeux rougis, ses épaules voûtées, accablé par des secrets, il semblait encore plus mal en point qu'auparavant. Elle sait que j'ai parlé, a-t-il murmuré dès qu'il est entré. Je l'ai convoqué à la table de la cuisine, là où Émilie faisait ses devoirs, et j'ai exigé un compte rendu de tout ce qui s'était passé. Il a raconté comment elle lui avait crié dessus, l'accusant de trahison, et affirmant qu'il avait détruit leur vie. Il a ajouté qu'elle n'avait pas dormi depuis des jours, qu'elle arpentait la maison, vérifiait des chiffres et passait des appels étranges. Puis il a prononcé les mots qui m'ont brisé le cœur. « Here ». Elle m'a demandé de vérifier ta voiture. Elle voulait que je m'assure que les freins fonctionnaient encore. Ai-je chuchoté, rompant le charme. Elle voulait s'assurer que lorsque je conduirais, la voiture m'entraînerait en bas de la pente et ne s'arrêterait jamais. Parler d'un changement du passé au présent, elle le planifiait clairement. À ma table, Daniel a sangloté dans ses mains, racontant comment elle lui avait dit qu'une fois que ce serait fini, elle serait libre. J'ai posé ma main sur son épaule et murmuré la vérité non dite. Elle ne demandait pas la liberté. Elle demandait ma mort. Plus tard cette nuit-là, je suis entré dans le garage, où la berline reposait silencieusement dans la lumière tamisée, fidèle dans son absence. Elle voulait se libérer de ses dettes et de moi. Et puis il y avait l'assurance. L'assurance était toujours là. Émilie m'avait supplié pour une glace, en riant sur le siège passager autrefois. Et maintenant, après 15 ans de service, pendant les vacances et les courses, le même capot était censé devenir mon cercueil. J'ai regardé dans le pare-brise et j'ai vu un moi vieux, fatigué, légèrement tremblant, mais toujours vivant. Elle avait pensé que ma fragilité faisait de moi une cible facile. Elle avait oublié qui lui avait appris la patience à l'origine. J'ai recontacté Jacobs et lui ai ordonné d'enregistrer chaque partie de la voiture. Boulon, conduite, frein, qu'elle touchait. Il a dit que j'avais du sang glacé, mais j'ai insisté sur le fait que c'était de la patience. 2 jours plus tard, la patience a porté ses fruits. J'ai garé ma voiture plus loin dans la rue et je suis rentré chez moi à pied, naviguant dans les ombres.
depuis la sécurité des arbres. Je pouvais voir clairement mon allée. Émilie, ma fille, mon sang, était accroupie sous le capot, tenant une lampe de poche entre ses dents. Ses mains bougeaient avec une précision inébranlable. Elle savait exactement où couper. Je suis resté là dans l'obscurité, le cœur battant, mais le visage composé, tandis que la caméra cachée au-dessus du garage capturait chaque détail. Elle a travaillé pendant 20 minutes, ne s'arrêtant que pour essuyer ses mains sur un chiffon. Ensuite, elle s'est tenue presque délicatement au-dessus de la voiture, comme une artiste admirant sa toile. Comme si rien ne s'était passé, elle est montée dans sa voiture et est partie. Je suis resté immobile jusqu'à ce que ses feux arrière disparaissent. Puis je suis allé à ma voiture et j'ai touché le capot. Le métal était chaud. Je suis rentré chez moi et me suis assis. Regardant la chaise vide de l'autre côté de la table de la cuisine, je l'avais perdue bien avant ce moment, mais la voir accroupie dans l'allée avec cette main ferme m'a donné l'impression de l'enterrer une seconde fois. Le lendemain matin, Jacobs a appelé, sa voix brusque. Ma poitrine me faisait mal. Non pas de peur, mais de mémoire. Elle s'asseyait ici, balançant ses jambes, me suppliant pour des Sundays. Et maintenant, elle avait transformé cette même voiture en un piège mortel. Elle avait complètement sectionné la conduite de frein. Ma fille, Emily, ferait face à des procès, des gros titres et des années derrière les barreaux si elle avait roulé en bas de la pente. Alors j'ai fermé les yeux. C'était assez, plus qu'assez. Il l'avait maintenant, mais au lieu du soulagement, je ressentais une angoisse écrasant mes côtes. Après avoir dit à Richard qu'elle avait trafiqué ma voiture, il a fermé les yeux et murmuré « Que Dieu nous aide ». Je lui ai dit « Elle va se détruire elle-même, elle l'a déjà fait, mais quel choix avais-je » La laisser libre signifiait ma mort. Ce soir-là, je suis allé voir Richard à l'hôpital. Il semblait faible et pâle, mais ses yeux avaient la même acuité que je me souvenais de notre jeunesse. Il m'a demandé, après m'avoir longuement fixé, si j'étais prête à témoigner contre ma fille. J'ai pincé les lèvres. Je lui ai dit que je le ferais si ma vie en dépendait. Ce que je voulais vraiment, c'était qu'elle voie la lumière et s'accepte. Plus que tout. Daniel est revenu le lendemain matin, la voix rauque et le visage vide. Mon ami m'attendait pour prendre le volant ce jour-là. A-t-il ajouté, elle pensait que c'était fini. Elle pensait que la voiture achèverait ce qu'elle avait commencé. Elle a promis de respirer plus facilement une fois que ce serait fini. A-t-il dit? J'ai croisé son regard et lui ai dit qu'aujourd'hui elle découvrirait le prix de la liberté. J'ai tout préparé cette nuit-là. Les films étaient en possession des autorités, caméras cachées et fils connectés à la voiture. Alors que j'écrivais la prochaine entrée. Demain, Émilie fait face à la vérité. Mon journal reposait ouvert sur mes genoux. Le trou qu'elle a creusé pour moi sera son propre tombeau demain. J'ai posé le livre sur la table à côté de moi et l'ai fermé. Ma fille tente de me tuer pour la dernière fois demain. Ai-je murmuré dans le silence de la pièce, ma voix calme et définitive. Le jour s'est levé avec un ciel sombre et lourd. Le genre qui vous pèse même au réveil. Je sentais que ce jour marquerait un tournant. Sur la table, mon café restait inachevé, pas faim du tout. Eh bien, je n'avais certainement pas soif. J'attendais patiemment. À 2 maisons de là, cachée parmi les branches d'un vieux chêne, se trouvait la voiture banalisée de l'inspectrice Morales vers 9 heures. À distance, une voiture inconnue stationnait avec des officiers de police à l'intérieur et des caméras de surveillance pointées sur mon allée. Chaque étape avait été répétée, chaque angle planifié. Tout ce que j'avais à faire était de prétendre être un vieil homme montant dans sa voiture, inconscient de ce qui se cachait sous le capot, mais je le savais, complètement alerte. J'avais beaucoup réfléchi à ma tenue, une chemise bien repassée, mon pantalon et les chaussures en cuir qu'Émilie m'avait offertes pour la fête des pères. Malgré les éraflures et les plis sur le dessus, je continuais à les porter. J'espérais qu'en les voyant, elle se souviendrait du temps où elle était capable d'aimer. L'air était humide et légèrement métallique lorsque je suis sorti. Ma poigne restait ferme. Je faisais semblant d'aller au supermarché en me dirigeant vers la voiture. J'ai jeté un coup d'œil de l'autre côté de la rue en ouvrant la portière côté conducteur. La voiture d'Émilie venait de tourner au coin et s'approchait lentement de moi, le dos droit et la posture sévère. Elle s'est garée à un demi-pâté de maison, juste assez à l'écart pour voir sans être dans mon entourage immédiat. Elle me fixait intensément. Le siège du conducteur était froid lorsque je m'y suis enfoncé. Mon esprit a vagabondé vers les années de formation pendant un instant. Émilie était à l'arrière, ses cheveux fouettés par le vent, et elle ne pouvait contenir son rire alors que nous roulions sans but. Je savais que l'image s'effaçait, alors je l'ai laissé s'attarder. J'ai tourné la clé, le moteur a émis un grognement régulier et doux. Pour prouver mon point, j'ai légèrement avancé la voiture sur une courte distance. Quand le piège s'est refermé, c'était fini. La voiture de patrouille de Jacobs a pris vie.
ses lumières flamboyantes et sa sirène brisant la route paisible. Les policiers l'ont encerclé avec une précision chirurgicale, lui laissant peu de place pour réagir. L'expression d'Émilie s'est figée alors qu'elle tournait la tête dans un mélange de terreur et de perplexité. Elle a essayé de démarrer la voiture une fois de plus, mais son corps a été arraché de son siège, ses bras liés derrière son dos alors que la portière était forcée. La voix du policier a tonné. « Emily Hale, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. » Son cri, un son brut et perçant. Pas des mots. A brisé l'aube. Avec son regard fou, elle luttait contre les chaînes, me cherchant. Lorsqu'ils se sont posés sur moi, la trahison avait déjà commencé. Peu importe à quel point elle criait. « Papa, dis-leur que je n'ai pas fait ça. » Je suis resté figé. Je tenais le volant fermement dans mes mains, mes jointures blanchissant. Pendant un bref instant, j'ai envisagé de la croire, d'effacer la vidéo et de mettre le feu aux preuves. Mais je me suis souvenu de Richard luttant pour respirer. Je me suis souvenu du tremblement dans la voix de Daniel. La conduite de frein proprement coupée m'est revenue à l'esprit. J'ai ouvert la portière et suis sorti dans l'allée. Ma voix, ininterrompue et fermée, a résonné plus loin que je ne l'avais prévu. J'ai dit à Émilie, « Tu as essayé de me tuer. » Je détestais voir tout cela. Mais il n'y avait plus d'échappatoire maintenant que son visage s'affaissait, comme si le poids de ses mots avait enfin brisé quelque chose en elle. Elle a cessé de se débattre et s'est affaissée contre les officiers, me fixant avec un mélange de colère et de désespoir. Elle ferait face à des accusations, tentative de meurtre, complote, mise en danger téméraire. Les mots semblaient cliniques, trop propres pour ce qu'elle avait fait, mais ils portaient du poids et signifiaient une responsabilité. À la station, Jacobs m'a guidé à travers la paperasse. Les images étaient solides, les cigares remontaient à elle, le témoignage de Daniel comblait les lacunes. Cette nuit fatidique, je me suis assis seul dans ma cuisine avec un verre d'eau à la main, regardant la chaise vide en face. Le silence était encore plus assourdissant qu'auparavant. Alors qu'elle était libre, j'aurais pu imaginer qu'elle pourrait revenir dans la pièce, maintenant. Enfermée, la distance entre nous était absolue, et pourtant, l'histoire était loin d'être terminée. Émilie a été conduite dans la salle d'audience, sa peau pâle contrastant avec sa combinaison orange. Elle refusait obstinément de me regarder, ses yeux fixés devant elle, sa mâchoire serrée. Le procès suivrait, et avec lui, tous les secrets cachés seraient exposés. 2 semaines plus tard, je me suis retrouvé assis dans la salle d'audience, avec ses bancs en chêne poli et une atmosphère lourde. Derrière moi, les épaules affaissées et sa culpabilité flottant comme de la fumée. Daniel était assis alors que le procureur exposait calmement et méthodiquement les preuves, les cigares empoisonnés, les images de la conduite de frein, les relevés bancaires révélant sa dette, la police d'assurance la désignant comme bénéficiaire, pièce par pièce, tout s'imbriquait comme des pierres dans une tombe. Après que son avocate a tenté de me dépeindre comme fou, paranoïaque, et un vieil homme malade qui inventait des histoires pour se venger de sa fille. La salle est devenue silencieuse lorsque les images ont été diffusées, la montrante accroupie sous mon capot, avec une lampe de poche entre ses dents. Même son avocat n'a pu trouver un mot. Emily, d'une voix affaiblie, parlait avec une netteté percutante. « Je suis désolé d'avoir dû te tuer. » « Libre de quoi ?»« Madame Hale, je voulais simplement être libre, » a insisté le procureur. « Oui, de toujours arriver en second, de ne jamais être assez, » a dit Emily, son regard se posant enfin sur moi. Il se consacrait entièrement à ses amis, son travail, ses causes. Pas à moi, personnellement, jamais à moi, a-t-elle dit. Et ces mots faisaient plus mal que les preuves. Il y avait une vérité cachée dans le poison, et c'était que je n'avais pas toujours été le père dont elle avait besoin. J'avais été froid, indifférent, plus préoccupé par ma survie que par lui montrer de l'amour. Maintenant, mon indifférence avait pris racine. Mais elle ne peut pas couper les conduites de frein. Daniel et moi sommes sortis dans l'air frais du soir, alors que le tribunal faisait une pause pour la journée. Il a allumé une cigarette, ses mains tremblantes. « Elle va t'en vouloir jusqu'à la fin », a-t-il chuchoté. J'ai acquiescé, et je le porterai, car c'est à moi de le faire. Rien ne l'a aidé à bien dormir cette nuit-là. Les grincements de la maison et le vent sonnaient comme ses pas et ses murmures, respectivement. Le procès s'éternisait. Des experts témoignaient, les voisins racontaient des visites étranges, des disputes tardives, des menaces murmurées. Le poids pesait plus lourd sur ma poitrine chaque jour, alors que je parcourais lentement les pièces, touchant les photos, les meubles et les vestiges d'une famille que je pensais me survivrait. Et je me demandais, pas pour la première fois, si survivre était une victoire ou simplement une autre forme de punition. La salle d'audience était silencieuse lorsque je suis monté à la barre et ai témoigné sur les cigares. L'effondrement de Richard, l'air empoisonné dans son salon,
et la voiture accroupie dans mon allée avec les mains de ma fille dans son cœur, ma voix était ferme et sans larmes. Je parlais comme si je rédigeais mon testament. En descendant les marches, j'ai vu l'expression d'Émilie passer de la colère à la peur. Comme si elle avait enfin compris la gravité de ses actes, le tribunal a ajourné et je suis sorti dans la lumière déclinante. Les marches froides du palais de justice donnaient l'impression qu'un poids se soulevait de mes pieds. Demain apporterait soit une clôture, soit une autre tempête. Le jour de la sentence était plus froid que tous les hivers que j'avais connus. Le palais de justice sentait légèrement le désinfectant et la poussière, mais en dessous, l'odeur amère des nerfs et des fins. Et je me tenais entre le passé et l'avenir. Un vieil homme dépouillé par la trahison et attendant que la justice décide si elle se souvenait de mon nom. À côté de moi, dans le fauteuil de l'accusé, Émilie était assise. Tremblante mais le menton relevé, ma fille, celle que j'avais tenue dans mes bras, celle qui pressait sa petite main dans la mienne, attendait maintenant que le juge détermine le nombre d'années qu'elle perdrait. Son expression à peine tremblante s'est transformée en un regard vide lorsque la sentence a été annoncée. 15 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 12 ans, mais ses yeux se sont brièvement tournés vers moi. Pendant un instant, j'ai cru voir la petite fille qui m'avait supplié de réparer sa poupée cassée, mais son expression s'est rapidement éteinte. C'était comme si elle s'était déjà coupée du monde. Je suis resté immobile et silencieux, observant l'arrière de sa tête, les mêmes cheveux noirs que sa mère autrefois, jusqu'à ce que les portes du tribunal l'engloutissent complètement. Beaucoup pensaient que je ressentirais un sentiment de victoire, de résolution, ou même de soulagement, alors que les officiers saisissaient ses bras et faisaient doucement cliqueter ses chaînes en l'emmenant. Au contraire, les années d'injustice semblaient me peser. La justice avait été rendue, mais elle n'absout pas la douleur de la trahison. Elle ne vous appelle pas pour votre anniversaire, ni ne soulage l'étreinte de la nuit. En descendant les marches du palais de justice, Daniel a parlé doucement. « Papa, penses-tu qu'elle nous a jamais aimés? Est-ce que l'argent est la seule chose qui compte? Elle nous a aimés autrefois. » Aïe, je dis. Mon regard fixé sur les marches de pierre grise sous mes pieds, Daniel a ravalé sa gorge serrée. Il voulait en dire plus. Je le sentais, mais les mots restaient coincés dans sa poitrine. Le silence entre un père et un fils peut parfois en dire plus que n'importe quel mot. Les semaines qui ont suivi étaient étranges et vides. La maison était à nouveau morte de silence, trop morte. Je me levais tôt, préparais du café pour personne, et sortais 2 tasses avant de réaliser qu'il n'y avait que moi. L'absence douce, distante, en colère ou silencieuse de la voix d'Émilie résonnait plus fort que n'importe quelle présence. Cependant, la vie ne s'arrête pas pour honorer votre chagrin. J'ai passé 3 heures à réparer le Porsche à la main, le son du marteau résonnant dans le calme, tandis que les factures exigeaient d'être payées et les marches du Porsche grinçaient, les mauvaises herbes du jardin. Cependant, n'attendez pas que je me lamente. Je devais aller travailler. Chaque coup semblait être une solution au dilemme. Que vais-je faire ensuite? Ensuite, j'ai planté des poivrons, des tomates et une rangée de haricots dans la verre. Mes mains froides et noires ont plongé dans le sol et j'ai ressenti une sensation simple et ancrée. La terre sous vos ongles ne vous juge pas pour qui ou pourquoi vous a trahi. Elle demande simplement de l'eau, du soleil et de la patience. Et en retour, elle vous donne la vie. Les voisins ont remarqué, et Madame Turner, qui vivait de l'autre côté de la rue, m'a salué un matin et m'a apporté de la soupe. Nous nous sommes assis sur le porche et avons parlé de son défunt mari, de comment le chagrin ne part jamais vraiment mais devient plus léger lorsqu'il est partagé. Pendant ce temps, Richard Hale allait mieux, le poison avait failli le tuer, mais il refusait de céder. Je l'ai vu traverser ma cour avec une canne un après-midi. Il s'est assis silencieusement à côté de moi, son visage pâle mais ses yeux vifs. « Je te dois la vie », a-t-il chuchoté. J'ai secoué la tête, lui disant « Tu ne me dois rien ». Nous sommes tombés dans le même piège. Nous sommes restés assis en silence, écoutant les feuilles frémir dans le vent, tandis qu'il toussait et riait sèchement, disant « C'est drôle, presque mourir. Ça vous fait remarquer les petites grâces. » Cette brise, par exemple, les mots ne sont pas toujours nécessaires pour les survivants. Avoir quelqu'un qui comprend à nos côtés peut parfois suffire. Au début, par inquiétude. Daniel venait souvent, il me trouvait dans le jardin, les mains couvertes de boue, les manches retroussées. Il disait souvent « Tu travailles trop de chat, le travail est essentiel à ma survie, répondais-je. Après qu'il m'a aidé à tutorer les tomates un soir, il s'est attardé, le silence a été brisé par sa voix dans le crépuscule. « Papa, as-tu déjà envisagé de lui pardonner ?» Aïe, je dis, la tête appuyée sur la pelle, la sueur coulant sur mon visage.
Je ne peux plus lâcher la douleur. Le pardon n'est pas un interrupteur. Mon fils, c'est une érosion progressive. Peut-être un jour, a-t-il dit, les dents serrées, il y avait un conflit évident envers lui, pas moins que sa femme, elle l'était. La trahison nous le sent dans des nœuds qu'on ne peut défaire, mais elle n'efface pas. Les heures ont passé, les mois se sont transformés en saisons, des tomates rouges et juteuses étaient sur le comptoir. Je pouvais marcher sur le porche sans faire de bruit. Bientôt, je réparais des chaises, enseignais le travail du bois aux enfants et leur faisais la lecture lorsque leurs parents ne pouvaient pas le faire. En tant que bénévole au centre communautaire, une partie de moi ressentait une attirance en voyant ces enfants innocents, leurs yeux grands ouverts et leur appétit vorace pour l'attention. C'était peut-être du remords, de la rédemption, ou peut-être les deux. Ces mêmes yeux grands ouverts appartenaient à Émilie. Et elle s'asseyait là, espérant que je la remarque, mais c'était insuffisant. Cette réalité restera avec moi jusqu'à la fin de ma vie. Faire une différence dans la vie de ces enfants n'a pas changé ce qui s'était passé. Mais cela m'a rappelé qu'être là, même de manière modeste, a plus d'impact que les mots, les cadeaux ou les promesses. Pensais-je à Émilie tous les jours? Oui. Puis-je lui pardonner? Non, pas entièrement. Peut-être un jour, parfois, dans mes rêves, je la voyais enfant, tenant ma main alors que nous marchions à l'école, et souriant quand je faisais une mauvaise blague. Dans ses rêves, son amour pour moi était inconditionnel. Le plus dur était généralement de s'en réveiller. Cependant, j'ai réalisé avec le temps que la paix ne vient pas comme une tempête qui passe. Elle s'infiltre subtilement, cachée dans le quotidien, dans le salut d'un voisin, le rire des enfants au centre communautaire, ou la saveur d'une tomate cultivée dans son propre jardin. Le jugement n'a pas apporté la paix. Les grâces sont venues par petits morceaux obstinés. Daniel et moi, nous sommes assis sur le porche un après-midi d'automne, les mains réchauffées par nos tasses de café, alors que les feuilles prenaient une teinte dorée. Le jardin s'étendait devant nous. Tu sembles moins lourd, a-t-il dit? J'ai répondu. Peut-être que je le suis. Peut-être que j'ai enfin cessé de me demander pourquoi pour me demander quoi maintenant. Il m'a fixé et a finalement dit: je suis content que tu sois encore là, papa. Ces mots m'ont frappé plus fort que n'importe quel verdict et plus chaud que n'importe quel marteau. Et c'est alors que j'ai compris, survivre, ce n'est pas seulement échapper à la trahison, sur l'échapper à la trahison, c'est aussi survivre au-delà. Après que sa fille a tenté de l'effacer, un homme comme moi peut-il jamais trouver la paix? Oubliez, c'est un conte de fées, mais le genre de paix qui vous permet de vous réveiller, de soigner votre jardin, d'aider un voisin et de rire avec votre fils. Ce genre de paix est réel. J'ai appris que la trahison peut vous marquer, mais elle n'a pas à vous définir, vous portez la cicatrice. Oui, mais vous continuez aussi, et en fin de compte, c'est assez. Merci d'être ici avec moi dans ce voyage. Me? That's me. My health went down tremendously. Is there a way I could somehow get my health back and my stamina? Not without another ring. Where do I get it from? There's only one spot to get it from. Oh, and I'm guessing I can't get it again. No. Unless I could drop mine for you. That's okay. Don't worry about it. There's better rings we can find you. Okay. I just need something that'll help with my health. Wow. And I'm like slower. Maybe I'm just tripping. Oh, you might want to unequip your shield because you're fat rolling. Unequip my shield? Yeah, go to change equipment and then press unequip on your shield. Okay. Now try rolling. You wanna save here? Another one. I'm Make gonna level up. Make level Hell yeah. up. Yeah.
Where we going? We're going through the lava. I'm just a teeny bit started. It's not a mimic. Okay, sweet. Soul of a great hero. Oh yeah. Oh. Get out of here, you fatty. Yeah. Oh, that's not good. That's The hell? Why did it hurt? Oh, what's happening over there? He's coming for me. Where are you? You know where we found the chest? Yeah? Let's go back in there. That's where I am. The heck? Okay. Oh, there you are. Hello. Yep. Let's go around the other way, because there's this big fella who wants to like, throw him in his washing machine. I think if I remember correctly, there's a bonfire down here. Where do you go? Just drop down. Oh, okay. Oh, hey there. What you doing in a terrible place like this, friend? That's a good question. Going on a nice little stroll. Yeah, stupid. How am I stuck on this tiny roof? I'm tripping over this roof. What? It's a fake.
Alright, Was it fake? I'm gonna Two not follow you fake. now. Wherever you wanna go. I'll follow. Dude. I'm gonna two-hand your axe. Oh, how do you do that? F. Huh. I'm following you. Okay. Lead the way. I did. Oh. Gotcha. They double fired me. Oops. You want me to come get you? Do you remember how to get here? Oh no. Um. I don't know where to go. Do you see the part of the island that sticks out? Like above you? Yeah. Run in that direction towards the roots. Go up the roots? Do I go up the roots? Nah. What the? I don't know what's going on with that. That's coming. There's a giant guy near me. Yeah. They tend to do that. Oh, I definitely need more health.